J'ai toujours cru que la trahison viendrait avec des signaux d'alerte, des silences pesants, des appels cachés, du rouge à lèvres sur un col de chemise. Mais ma femme souriait comme si de rien n'était. M'embrassait le soir. Me disait qu'elle m'aimait tout en organisant son prochain rendez-vous à l'hôtel avec un homme dont j'ignorais jusqu'à l'existence. Quand je l'ai découvert, je n'ai pas crié. J'ai souri. Parce qu'à ce moment-là, je n'étais plus seulement un mari qui essayait de sauver son couple, j'étais un homme qui avait un plan. Elle pensait pouvoir mentir, tromper et s'en sortir sans une égratignure. Elle n'imaginait même pas que je lui réservais une surprise qu'elle n'attendait pas. Ce n'est pas simplement une histoire d'infidélité. C'est une guerre silencieuse. Et j'ai veillé à la gagner. Je m'appelle Gabriel Moreau. J'ai 34 ans, je travaille dans la logistique, et j'habite un pavillon tranquille en banlieue de Lyon. Je ne suis pas du genre à sauter aux conclusions. Je ne surinterprète pas chaque petit changement, et je ne me considère certainement pas comme parano. J'ai toujours cru qu'on fait confiance à fond ou pas du tout. Pas de demi-mesure. Pas de fouille de téléphone. Pas de comptage d'heures. On fait confiance, point. C'est ce que j'ai fait avec Camille pendant 6 ans. On s'est rencontrés à un barbecue chez des amis communs, à l'époque où je buvais encore n'importe quelle bière sortie de la glacière et où je portais des tongs sans complexe. Elle était le genre de personne qui illuminait un jardin plein d'inconnus comme si c'était chez elle. Rire communicatif, sourire éclatant, répartie rapide, une énergie qu'on avait envie de côtoyer. Elle bossait en relations publiques à l'époque ou toujours aujourd'hui. Et croyez-moi, elle était excellente. Elle entrait dans une pièce où presque personne ne connaissait son prénom et repartait 30 minutes plus tard avec tout le monde qui voulait devenir son meilleur ami. Ce charisme n'était pas juste un talent professionnel, c'était elle. On a tout de suite accroché. Elle aimait mon côté posé. Elle disait que je la recentrais. Moi, j'aimais la façon dont elle me faisait me sentir vivant. On a vécu ensemble au bout de 2 ans, et on s'est mariés un samedi pluvieux d'octobre. Je m'en souviens parce qu'elle détestait la pluie, mais elle ressemblait quand même à une héroïne de film en remontant l'allée. J'étais un peu plus coincé que la plupart des mecs qu'elle fréquentait, plus discret, du genre tête baissée et boulot bien fait. Je travaillais, je payais les factures, je gérais la mutuelle. Je me disais qu'à nous deux, on formait une sacrée équipe. Les choses ont été bonnes. Longtemps. On avait nos rituels dîner en semaine, balades le week-end dans les Monts d'Or, escapades occasionnelles vers Annecy ou le Beaujolais pour changer d'air. Elle adorait organiser ça. Je conduisais, elle s'occupait des playlists et des provisions. Il y avait des accros, bien sûr. Aucun mariage n'est parfait. Mais on revenait toujours l'un vers l'autre. C'était la règle tacite, on était dans le même bateau. Mais à partir de l'automne dernier, quelque chose a commencé à clocher. Je ne saurais pas dire exactement quand. Ce n'était pas brutal. C'était lent. Progressif. Comme une fuite d'eau dans une cave, on ne s'en rend pas compte tout de suite, et quand on ouvre les yeux, on a déjà les pieds dans l'eau. Ça a commencé par des détails. Elle ne riait plus à mes blagues, même pas au plus nul qu'elle adorait avant. Elle passait de plus en plus de soirées, au boulot. Elle disait que son équipe gérait un gros client et que les horaires étaient imprévisibles. Les RP, c'est le chaos, je le sais, mais avant elle se plaignait du chaos. Là, elle semblait s'épanouir dedans. Comme si elle était contente d'être tout le temps occupée, surtout si ça signifiait être loin de la maison. Son téléphone est devenu une extension de sa main. Avant, elle scrollait écran vers le haut, me montrait des mèmes ou des captures d'écran de groupe. Maintenant, il était toujours face cachée. S'il vibrait, elle jetait un œil et le retournait. Une fois, je lui ai demandé si tout allait bien. Elle m'a fait son sourire crispé, celui où ses lèvres bougent à peine. Juste le boulot, qu'elle a dit. Je n'ai pas insisté. Je ne voulais pas être ce mec-là. Elle rentrait de plus en plus tard, parfois après que je sois déjà couché. J'entendais ses talons dans l'entrée, son sac qui tombait près de la porte, et son soupir comme si le monde entier pesait sur elle. Je demandais comment s'était passée sa journée. Parfois elle répondait. La plupart du temps, c'était juste « bien ». Longue. On mangeait ensemble avant. Maintenant elle prenait un yaourt ou sautait carrément le dîner. Elle filait direct sous la douche en rentrant, comme si elle avait besoin d'effacer la journée. Je me disais que c'était rien. Les gens changent. Le boulot devient plus dur. Peut-être qu'elle était juste crevée. Épuisée.
Peut-être qu'on l'était tous les deux. Pourtant, quelque chose ne collait pas. Son humeur changeait. Elle devenait plus sèche avec moi. Impatiente. Tout ce que je faisais l'agaçait, même les petites manies qu'elle trouvait mignonnes avant. Je laissais l'éponge dans l'évier au lieu du porte-éponge où elle s'énervait. Je rangeais le lave-vaisselle, mal, elle levait les yeux au ciel et recommençait tout. Je me disais que j'imaginais des choses. Que je suranalysais. Mais même les silences pesaient plus lourds. Elle n'était pas vraiment en colère. Juste, ailleurs. Et je n'étais pas invité là-bas. J'ai essayé de remonter la pente. J'ai proposé un week-end rien que nous deux. Elle m'a dit qu'elle avait déjà un séminaire d'équipe prévu. Que j'aurais dû demander plus tôt. J'ai annulé la réservation. J'ai payé les frais. Je lui ai dit que ce n'était pas grave. J'ai même cuisiné un soir son plat préféré, poulet au citron et pommes de terre rôties. Elle a à peine touché. Elle a dit qu'elle n'avait pas faim. 10 minutes plus tard, j'ai entendu qu'elle commandait sur une appli. Elle n'a même pas essayé de le cacher. C'était comme vivre avec une inconnue qui avait exactement le même visage que ma femme. J'en ai parlé à mon pote Lucas un soir autour d'une bière. Je ne lui ai pas tout raconté juste assez pour vider mon sac. Il m'a demandé si je pensais qu'il se passait quelque chose. J'ai dit non. J'ai même rigolé. Mais après cette discussion, quelque chose est resté collé dans ma tête. J'ai commencé à remarquer plus de choses. Comme le fait qu'elle ne laissait plus jamais son téléphone sans surveillance. Avant, elle le posait à charger sur le plan de travail. Maintenant il était toujours dans son sac, ou collé à elle sur le canapé, ou sous son oreiller la nuit. Elle a changé le code de son téléphone. Je l'ai vu faire. Avant, elle me laissait mettre de la musique sur son portable en voiture. Maintenant elle changeait la playlist elle-même, et elle le reprenait vite si je tendais la main. Un soir, je suis entré dans la pièce et je l'ai vu sourire à son écran. Un vrai sourire. Le genre que je n'avais plus vu depuis des semaines. Quand elle m'a remarqué, son visage s'est fermé. Elle a incliné l'écran et l'a verrouillé. Je lui ai demandé ce qui la faisait rire comme ça. Juste un mème, qu'elle a répondu. Puis elle a éteint le téléphone. Cette nuit-là, je suis resté allongé à fixer le plafond pendant qu'elle scrollait en silence à côté de moi. Elle était là, mais elle n'y était pas. Ça faisait un moment qu'elle n'y était plus. Et je n'arrivais pas à chasser cette sensation au creux du ventre que quoi qu'il se passe, c'était déjà commencé. Et que j'étais peut-être déjà trop tard pour l'arrêter. C'est arrivé un mardi soir. Camille avait un événement pro, plutôt un de ces dîners de networking que les gens des RP adorent et que je comprends à peine. Elle est rentrée tard, vers 21h30. J'étais déjà en pantalon de jogging et je regardais une rediffusion de match de foot. Elle a balancé ses clés sur le comptoir, m'a lancé un « salut » distrait et est allée direct dans la chambre se changer. Elle n'avait pas l'air contrariée. Juste ailleurs, comme si elle était encore dans un autre monde dans sa tête. Son téléphone restait dans sa main tout le temps, même quand elle est allée dans la salle de bain. J'ai entendu les vibrations de l'autre bout de la maison. Une fois. 2 fois. Elle le gardait près d'elle comme si c'était vital. On n'a pas beaucoup parlé ce soir-là. J'ai demandé comment s'était passé le dîner, j'ai eu droit à un « bien » standard. Elle a réchauffé un truc au micro-ondes, a mangé debout dans la cuisine dos à moi, puis a disparu dans la chambre. Je me suis dit qu'elle avait des mets ou un call ou je ne sais quoi que font les gens des RP à 22h. Ce n'était plus nouveau. Je suis resté un peu plus longtemps sur le canapé. J'ai regardé de vieilles factures que je devais classer. C'est là que je me suis souvenu que je devais vérifier un truc sur notre compte joint. On a toujours eu des finances ouvertes. Chacun son compte perso, mais l'épargne, l'assurance, le crédit immobilier où tout était lié. Son ordinateur portable était posé sur la table basse à côté du canapé. Elle l'avait laissé là en rentrant, probablement dans le flou entre enlever ses chaussures et prendre le courrier. Je me suis dit que j'allais l'utiliser plutôt que de monter chercher le mien. On avait tous les deux accès au compte commun, et elle n'avait jamais rien dit avant. Je l'ai ouvert. Batterie faible, mais assez pour bosser. Pas de demande de mot de passe, il s'est ouvert direct sur son bureau. Je ne fouillais pas. C'est important pour moi. Je n'ai pas regardé ses fichiers ni ses mails. J'ai juste ouvert le navigateur et tapé le nom de la banque. Le login était sauvegardé, la page s'est affichée sans problème.
J'ai trouvé le prélèvement que je cherchais, un truc à 38 € qui s'est révélé être un lavage auto. Pas grave. J'allais fermer la fenêtre quand c'est arrivé. Une petite notification grise est apparue dans un coin de l'écran. Le genre qu'on rate si on cligne des yeux. C'était un aperçu de message. Louise, hier soir valait bien le risque? Ça m'a figé sur place. Ma première pensée, je le jure, c'est que j'avais mal lu. Le message a disparu après 2 secondes. Je suis resté là, à fixer le coin de l'écran, en attendant qu'il revienne. Il n'est pas revenu. J'ai relu le prénom dans ma tête, Louise. Maintenant, voilà le truc où la meilleure amie de Camille s'appelle Louise. Elles se connaissent depuis la fac. Elle est venue des dizaines de fois à la maison. On a dîné ensemble. Louise est marrante, un peu bruyante, toujours une anecdote à raconter. Elle est mariée, 2 enfants, habite à une vingtaine de minutes. Et Louise, autant que je sache, n'envoie pas d'émoji cœur ou bisous ou quoi que ce soit de flirty quand elle texte ma femme. Leurs messages sont pleins de blagues en majuscules, de captures d'écran de drama sur les réseaux, et de ce langage codé que les copines développent après 10 ans d'amitié. Mais ce message, hier soir valait bien le risque, ce n'était pas une blague. Ce n'était pas drôle. C'était autre chose. Quelque chose que je n'étais pas censé voir. Et l'emoji bisou? C'est ça qui m'a vraiment frappé. Je suis resté là, l'ordi sur les genoux, à essayer de comprendre ce que j'étais censé faire ensuite. Mon cœur battait bizarrement trop vite et trop lentement en même temps. J'ai regardé autour de moi, comme si quelqu'un d'autre avait pu voir ça aussi et pouvait me dire que j'avais rêvé. Je n'avais pas rêvé. J'ai fermé l'onglet banque et j'ai fixé son bureau, sans savoir si je devais tout éteindre ou attendre qu'un autre message apparaisse. Je ne voulais pas ouvrir l'appli, ça me semblait une ligne que je n'avais pas encore franchie. J'ai juste regardé l'écran vide. 10 minutes ont passé. Rien. Juste le silence à l'étage et le ronronnement du frigo dans la cuisine. Je me suis levé, j'ai refermé l'ordi et je l'ai reposé exactement comme je l'avais trouvé. Je suis allé dans la cuisine, j'ai ouvert le frigo, j'ai fixé l'intérieur sans raison, puis je l'ai refermé. Je suis monté. Camille était couchée, dos tourné, la couette remontée jusqu'aux épaules. Son téléphone était face cachée sur la table de nuit, écran éteint. Elle n'a rien dit quand je suis entré. Moi non plus. Je me suis glissé dans le lit doucement et j'ai fixé le plafond. Je n'ai pas dormi. Mes pensées tournaient en boucle. Une partie de moi essayait de se convaincre que ce n'était rien, que Louise avait envoyé un truc débile pour rire, que c'était peut-être quelqu'un d'autre avec le même prénom, que Camille m'expliquerait en 2 secondes si je demandais. Mais une autre partie, la plus calme, la plus ancienne, celle qu'il avait vue devenir de plus en plus distante ces derniers mois, n'en était pas si sûre. Cette partie me repassait le message en boucle. Les mots. L'émoji. Le fait que Camille soit rentrée tard ce soir-là, qu'elle ait à peine parlé, qu'elle soit allée direct sous la douche, puis direct au lit. J'ai repensé aux derniers mois. Les dîners sautés. Les rires absents. La façon dont elle regardait son téléphone comme s'il contenait toute sa vie et moi comme un bruit de fond. Je suis resté là dans le noir, à quelques centimètres d'elle, plus seul que je ne l'avais jamais été. Je n'ai pas vraiment dormi cette nuit-là. J'ai fermé les yeux quelques fois, mais ma tête refusait de se taire. Elle revenait sans cesse à ce message, comme un disque rayé. Et quand le matin est arrivé, Camille s'est levée comme si tout était normal. Elle s'est brossé les dents. Elle s'est coiffée. Elle s'est fait un smoothie dans la cuisine et m'a fait la bise sur la joue en partant. Comme s'il ne s'était rien passé. Mais il s'était passé quelque chose. J'ai attendu le lendemain soir. Camille venait de finir la vaisselle. Elle fredonnait à un air de radio, je crois, en s'essuyant les mains. La cuisine sentait le savon citronné et l'ail du wok qu'elle avait à peine touché. Je pensais toujours à ce message. J'y avais pensé toute la journée, le tournant et le retournant dans ma tête comme une pièce dans ma poche. Je me suis planté dans l'encadrement de la porte, à la regarder bouger, en cherchant la bonne façon d'aborder le sujet. Je ne voulais pas déclencher une dispute. Je voulais juste une réponse. Une vraie. Quand elle s'est enfin retournée et m'a vu là, elle a souri un peu. Ça va? Il faut que je te pose une question, j'ai dit. Son sourire s'est légèrement effacé. Vas-y. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pris une inspiration. Hier soir j'ai utilisé ton ordi.
Pour Shaker le compte joint. D'accord. A-t-elle répondu lentement, comme si elle attendait la chute. Une notification de message est apparue, j'ai continué. De Louise. Ça a capté son attention. Ses sourcils se sont levés. Oui. C'était écrit, hier soir valait bien le risque, avec un emoji bisou à la fin. Sa bouche s'est entr'ouverte, puis refermée. Pendant une seconde, j'ai vu quelque chose passer dans ses yeux, de la surprise, peut-être, mais ça a disparu vite. Elle n'avait pas l'air nerveuse. Pas paniquée. Elle a juste cligné des yeux. Ah, elle a dit. Ça. J'ai hoché la tête une fois. Oui. Ça. Elle s'est adossée au plan de travail, bras croisés. C'était le copain de Louise. Il fait toujours ça où il pique son téléphone et envoie des conneries. Il trouve ça drôle. Elle l'a dit tellement naturellement, comme si c'était la chose la plus banale du monde. Comme si ça tenait parfaitement debout. Je l'ai regardé fixement. Il t'envoie des messages dragueurs? Elle a haussé les épaules. C'est pas de la drague. C'est juste débile. Il est immature. Tu sais comment sont les mecs. Je n'ai rien dit. Je lui laissai l'espace pour se rattraper. Pour corriger. Mais elle ne l'a pas fait. Alors j'ai demandé, je peux voir? Son visage s'est crispé. Une fraction de seconde. Pas même une seconde entière. Mais je l'ai vu. Un décalage. Comme si j'avais touché un point sensible. Sérieux, elle a demandé. Je veux juste voir la conversation. Pour être sûr que je ne me fais pas des films. Elle a secoué la tête, un petit rire moqueur lui a échappé tandis qu'elle passait devant moi. Tu deviens parano. Camille. Elle s'est arrêtée à mi-chemin du salon et s'est retournée, bras toujours croisés. Franchement, Gabriel? Elle a dit, la voix un peu plus haute. Grandis un peu. Ça m'a fait plus mal que prévu. Les mots n'étaient pas criés, mais ils ont pesé lourd. Elle me regardait comme si j'étais un ado jaloux qui avait surpris sa copine en train de parler à un mec en salle de perme. Pas un mari qui avait vu quelque chose de réel et qui avait le culot de poser la question. Je n'ai rien répondu tout de suite. Je l'ai juste regardée, plantée là avec son mur autour d'elle, et j'ai compris qu'un truc en moi avait bougé. Je ne la croyais pas. Pas vraiment. Pas au fond. Mais je n'ai pas insisté. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas redemandé les messages. Je suis passé devant elle, j'ai pris mon manteau au porte-manteau dans l'entrée. On était début mars, il faisait encore froid. Le genre d'air qui pince la peau dès qu'on ouvre la porte. Je vais faire un tour, j'ai dit. Elle n'a pas répondu. Elle est restée là, bras croisés, à me regarder comme si c'était moi qui me comportais bizarrement. Je suis monté dans la voiture et j'ai roulé sans but. Juste des kilomètres de route sombre, phares balayant des troncs d'arbres et des panneaux que je ne lisais pas. Mes mains serraient le volant. Ma mâchoire encore plus. Le truc, c'est que je voulais la croire. Putain, je voulais tellement. J'aurais voulu que son explication soit vraie. J'aurais pris la honte en pleine face si ça avait voulu dire que rien de tout ça n'était réel. Mais la vérité, c'est que ça ne faisait pas innocent. Ça ne faisait pas blague. Ça faisait autre chose. Et la façon dont elle m'avait répondu comme si je l'agaçais, comme si j'étais le problème juste en posant la question en rendait tout pire. J'ai repensé à son visage quand j'ai prononcé le prénom de Louise. Ce bref éclat. Cette minuscule pause avant sa réponse. Une pause comme une fenêtre qui se ferme une seconde trop tard. J'ai continué à rouler jusqu'à ce que le voyant essence s'allume. Pas de musique. Pas d'appel. Juste moi et mes pensées, kilomètre après kilomètre, pendant que le nœud dans mon ventre se resserrait. Quand je suis enfin rentré dans l'allée, la maison avait l'air comme d'habitude. Lumière du perron allumée. Rideau tiré. Une ombre est passée devant la fenêtre de l'étage où elle, sans doute, en train de se brosser les dents ou de prendre son chargeur. Je suis resté dans la voiture quelques minutes avant de rentrer. La télé était allumée dans le salon. Une émission de rénovation immobilière. Camille était recroquevillée sur le canapé avec un plaid et son téléphone sur les genoux. Elle a levé les yeux quand je suis entré mais n'a rien dit. Ça va, elle a demandé après un moment. Oui, j'ai répondu. J'avais juste besoin d'air. Elle a hoché la tête une fois et s'est retournée vers la télé.
Comme s'il ne s'était rien passé. Le lendemain matin a commencé comme les autres. Camille était debout avant moi, cheveux encore humides de la douche, elle se préparait dans la chambre avec cette efficacité silencieuse qu'elle avait toujours. Sa trousse de maquillage était ouverte sur la commode, j'entendais les petits clics du mascara contre le tube. Elle n'a pas dit grand-chose. Je lui ai lancé un « salut » rapide, elle m'a répondu un « coucou » neutre. Pas de bisous. Pas de main sur l'épaule. Juste du mouvement et de la distance. Elle portait une veste noire sur un chemisier bordeaux que je ne connaissais pas. Ce n'était pas vraiment sa tenue habituelle pour l'agence pas trop voyant, mais un peu plus habillée que d'habitude. J'ai remarqué les boucles d'oreilles aussi des créoles argentées, discrètes mais nouvelles. Il y a quelques mois je n'y aurais pas prêté attention, mais ce matin-là j'ai tout enregistré. Elle a rangé son sac, y a glissé son téléphone, puis l'a ressorti comme si elle avait oublié quelque chose. Elle est restée là à taper quelques secondes, l'air concentré. Puis elle l'a remis dans le sac. Elle a pris ses clés et jeté son manteau sur un bras. Grosse journée, j'ai demandé, l'air de rien. Elle a haussé les épaules. Juste des réunions. Elle a marqué une pause comme si elle voulait ajouter quelque chose, puis non. Je rentrerai tard, elle a ajouté. Tard comment? Probablement 19h, peut-être 20h. Ça dépendra de la durée. J'ai hoché la tête, mais dans ma tête je faisais déjà les comptes. Elle avait dit la même chose les 2 derniers mercredis. Et le dernier vendredi. Toujours, des réunions. Toujours, ça peut finir tard. Elle est sortie sans un mot de plus. J'ai fait du café, j'ai regardé par la fenêtre de la cuisine un moment, puis j'ai pris mes clés. Je n'avais rien prévu, pas vraiment. Mais il y avait cette tension dans la poitrine qui ne partait pas. Elle montait depuis des semaines. Quelque chose me tirait, me disait que j'avais besoin de voir de mes yeux. Pas juste rester à la maison à me poser des questions. Je ne voulais pas la surprendre. Je voulais juste poser les pieds sur du solide quelle que soit la vérité. Vers midi, je suis passé devant son agence. Je l'y ai déposé des centaines de fois. Je connaissais le parking, l'entrée latérale, le banc où elle s'asseyait parfois avec des collègues à la pause déjeuner. J'ai fait un tour lentement. Sa voiture n'était pas là. Peut-être qu'elle a pris un VTC, j'ai pensé. Ou qu'elle s'est garée ailleurs. Mais c'était bizarre, elle détestait ne pas conduire. Elle disait qu'elle n'aimait pas dépendre d'inconnus. Je me suis garé sur le parking d'un supermarché en face et j'ai regardé. Rien. Puis je me suis souvenu qu'elle avait parlé d'un café pas loin. Elle disait que c'était son spot pour les rendez-vous clients. À 3 rues. Je me suis dit que j'allais y faire un saut. Encore une fois où je n'attendais rien. Peut-être qu'elle déjeunait. Peut-être que je la verrais par la vitre, seule avec son ordi, en train de boire un café glacé et de répondre à des mails. C'était bondé quand je suis arrivé. Voiture serrée. Des gens qui entraient et sortaient avec des gobelets et des téléphones. Je me suis garé au fond et je suis descendu, j'ai marché lentement. J'ai d'abord scruté l'intérieur à travers les vitres. Et elle était là. Table du fond. 2 chaises. Camille d'un côté. Et en face d'elle un homme. Pas un contact pro en costard. Pas d'ordi, pas de sacoche. Il était habillé décontracté, comme s'il était là par plaisir, pas par obligation. La trentaine bien entamée, propre sur lui, barbe taillée courte, pull marine et une montre qu'on remarquait. Il avait cette posture détendue, comme s'il était à l'aise avec elle. Il ne parlait pas simplement. Ils se penchaient l'un vers l'autre. Sa main à lui était sur la table, paume vers le haut. Celle de Camille reposait légèrement par-dessus. Pas une poignée de main. Pas un contact poli. C'était autre chose. Je n'entendais rien, mais je l'ai vu rire. Vraiment rire. Tête en arrière, bouche ouverte, le rire qui lui fermait les yeux une seconde. Je ne l'avais pas vu rire comme ça avec moi depuis, mon Dieu, des mois. Peut-être plus. C'était un son que j'adorais avant. Maintenant, juste le regarder me broyait quelque chose dans la poitrine. Elle a levé la main et a glissé une mèche derrière son oreille. Elle ne faisait ça que quand elle voulait garder l'attention de quelqu'un. Il lui a souri comme s'il savait déjà qu'il l'avait. Mes jambes étaient lourdes. Mon cœur ne s'emballait pas comme je l'imaginais. Il était juste calme à l'intérieur. Comme si tout avait ralenti.
Comme si le monde s'était incliné d'un côté, et que plus rien n'était aligné. Je n'ai pas fait irruption. Je n'ai pas ouvert la porte en grand ni fait de scène. À la place, j'ai sorti mon téléphone et j'ai pris une photo à travers la vitre. Une seule. Assez nette pour voir son visage. Sa main sur la sienne. Son sourire à lui. Impossible de se tromper sur ce que c'était. Elle a levé les yeux. Pendant une seconde, nos regards se sont croisés à travers la vitre. Son expression s'est figée. Le sourire a disparu comme si on avait appuyé sur un interrupteur. Sa bouche s'est entr'ouverte, comme si elle allait dire quelque chose mais elle était derrière la vitre, et moi je me retournais déjà. Je suis revenu à la voiture. Pas couru. Pas tapé du pied. Juste marché. Je suis monté, j'ai démarré, et je suis resté là, main sur le volant. Je n'ai pas regardé en arrière. Je n'en avais pas besoin. Elle est rentrée vers 21h15 ce soir-là. J'étais assis à la table de la cuisine, sans rien faire vraiment. Juste à siroter un café froid, à fixer les veines du bois comme si elles allaient me parler. Je n'avais pas touché à mon assiette. La maison était silencieuse sauf le ronronnement discret du frigo et les craquements occasionnels des murs. La porte d'entrée s'est ouverte, j'ai entendu ses bottines sur le parquet. Elle n'a rien dit d'abord. Juste le bruit de son manteau sur le porte-manteau, la fermeture de son sac qui glissait. Puis les pas se sont arrêtés. Quand j'ai levé les yeux, elle était dans l'entrée, à me fixer. Ses yeux étaient déjà brillants de larmes. Je n'ai pas dit un mot. Elle a avancé, téléphone serré dans sa main, et les larmes ont coulé aux soudaines, abondantes, théâtrales. Le genre qui m'aurait déchiré avant. Mais là, je n'ai fait que regarder. C'est pas ce que tu crois, elle a dit, la voix tremblante. Gabriel, s'il te plaît, c'est juste un ami. Je suis resté silencieux. Elle s'est approchée, a lâché son sac par terre avec un bruit sourd, et a continué. On parlait de nous. De notre couple. De comment les choses sont différentes en ce moment. C'est tout. Sa voix s'est brisée pile au bon endroit. Elle pleurait fort maintenant. Main tremblante. Genoux légèrement pliés pour avoir l'air petite, brisée. J'ai pas voulu que ça ait l'air comme ça, elle a dit en s'essuyant les yeux. Mon Dieu, je savais que tu allais mal le prendre si tu nous voyais, mais j'ai rien fait de mal. Je te jure. Toujours rien de ma part. Je la regardais se décomposer. Elle s'est approchée encore, pas à pas comme si j'étais un animal sauvage qu'elle ne voulait pas effrayer. Elle s'est agenouillée à côté de moi, tête baissée, larmes tombant sur mon jean. T'es l'amour de ma vie, elle a dit. J'étais juste, perdu. Je savais pas comment te parler. J'ai jamais voulu te faire mal. Puis elle a levé les bras et a enfoui son visage contre ma poitrine. Son corps tremblait contre le mien pendant qu'elle pleurait, et je l'ai laissé. Je ne l'ai pas serré. Je ne l'ai pas repoussé. Je suis juste resté là pendant qu'elle s'accrochait à moi comme à une bouée, comme si ce moment pouvait effacer tout le reste. On aurait dit une scène de film. Le genre de scène où le public est censé croire qu'elle est sincère. Mais moi, je n'y croyais pas. Quelque chose en moi s'était éteint. Pas de colère. Pas de froideur. Juste, fini. J'ai posé ma main légèrement sur son dos. Pas une étreinte. Juste assez de contact pour qu'elle ne puisse pas dire que j'étais cruel. Au bout d'un moment, elle s'est relevée, s'est essuyé le visage avec sa manche, et m'a regardé de haut. Je veux réparer ça, elle a dit, la respiration saccadée. Je veux qu'on revienne comme avant. J'ai hoché la tête une fois. Je ne la croyais pas, mais j'ai hoché la tête. Elle m'a regardé encore une seconde, puis elle est montée sans un mot de plus. Je suis resté là encore 1 heure après qu'elle soit allée se coucher. La vaisselle était toujours dans l'évier. La lumière au-dessus de la gazinière bourdonnait doucement. Dehors, le vent s'était levé, faisant claquer la gouttière contre la façade. Finalement, j'ai éteint les lumières, verrouillé la porte, et je suis monté. Elle était déjà roulée en boule sous la couette, respiration lente et régulière. Je me suis allongé de mon côté, face à la fenêtre. Je n'ai pas dit bonne nuit. Pas besoin. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec de la musique qui venait de la cuisine. Une playlist entraînante qu'elle mettait le week-end quand on faisait le ménage ou qu'on cuisinait ensemble. Ça sentait le beurre et le sirop d'érable.
Je suis descendu et je l'ai vue devant la gazinière, en train de retourner des crêpes. Salut mon cœur, elle a lancé par-dessus son épaule comme si tout était normal. Comme si la veille n'avait jamais existé. Comme si elle n'avait pas pleuré contre mon torse en disant qu'elle était perdue et brisée. Elle fredonnait. Se souriait à elle-même. Elle a posé une assiette sur la table et m'a servi du café comme un samedi ordinaire. Je me suis assis, j'ai pris ma fourchette, et j'ai fixé les crêpes. Elles avaient l'air parfaites. Mais rien d'autre ne l'était. 2 jours après le matin des crêpes, les choses semblaient calmes. Trop calmes. Camille se comportait comme si les excuses n'avaient jamais eu lieu. Comme si les pleurs, les mains tremblantes, le discours sur « nous réparer », tout ça n'avait aucun poids. Elle était revenue direct à la routine. Sourire. Petite conversation. Musique le matin. Presque joyeuse. Mais ça ne sonnait pas vrai. Ça ressemblait à une représentation. Comme quelqu'un qui essaie de masquer une fissure avec une couche de peinture. Je ne disais pas grand-chose. Je jouais le jeu. Je la laissais croire que ça marchait. Que j'étais de nouveau ferré. À l'intérieur, pourtant, j'avais déjà commencé à me détacher. Il y avait eu un déclic quelque part en moi, et quand je l'avais vu rire à cette table au café, quelque chose avait basculé. Je n'étais même plus sûr de ressentir de la douleur. Juste vide. Fatigué. Ce mardi soir, elle est rentrée un peu plus tôt que d'habitude. Vers 19h. Elle avait pris à emporter aux tailles du petit resto près de la station-service. Elle me l'a tendu comme une offrande de paix. J'ai pensé que t'aurais pas envie de cuisiner, elle a dit avec un demi-sourire. Je l'ai remerciée. On a mangé devant la télé. Une émission de rénovation avec trop de musique de fond. Elle m'a demandé si j'aimais le curry. J'ai hoché la tête. Elle m'a demandé si je voulais commencer cette nouvelle série policière. J'ai dit peut-être demain. On n'a pas dit grand-chose d'autre. Après le repas, elle est montée prendre sa douche. Je suis resté sur le canapé, à zapper sans vraiment regarder. J'avais l'estomac noué. Pas à cause de la nourriture, à cause de tout le reste. Puis son téléphone a vibré. Il était posé sur la coudoir du canapé, écran visible pour une fois. C'était rare ces derniers temps. D'habitude elle le gardait face cachée ou l'emportait partout. Mais ce soir elle avait dû être pressée. L'écran s'est allumé. Une seule fois. Un message. Thomas, même hôtel? Je prends la clé. C'était tout. Simple. Clair. Et dévastateur dans sa franchise. Je n'ai pas touché le téléphone. Je n'ai pas ouvert le message. Pas besoin. Thomas. Pas le copain de Louise. Pas un ami commun. Pas un prénom qu'elle avait déjà mentionné devant moi. Juste Thomas. J'ai fixé ce petit rectangle lumineux, le message posé là comme une confession muette. J'ai attendu que l'écran redevienne noir, comme si ça n'était pas arrivé. Mais les mots étaient déjà gravés dans ma tête. Je me suis adossé au fauteuil. J'ai soufflé un air que je retenais sans m'en rendre compte. Mon cœur ne s'emballait pas. Mes paumes n'étaient pas moites. Si je ressentais quelque chose, c'était du calme. Trop calme. Parce que ce n'était plus du doute. Ce n'était plus un message bizarre ou une intuition. C'était la confirmation. Une preuve réelle, tangible, pas que j'en avais encore besoin à ce stade. J'entendais l'eau couler à l'étage. Le rythme familier de la douche contre le carrelage. Avant, c'était un bruit rassurant en partie de notre quotidien. Là, ça résonnait juste. Je ne ressentais pas de rage. Je ne ressentais pas de panique. Je ressentais de la clarté. Ce message, ces 6 mots me donnaient enfin quelque chose que je n'avais plus depuis des semaines, une direction. Je me suis levé et je suis allé dans la cuisine. Je me suis servi un verre d'eau. Je l'ai bu lentement, yeux fixés sur le frigo. Pour la première fois depuis longtemps, mon esprit fonctionnait en ligne droite. Comme des engrenages qui s'emboîtent. Je savais ce que je devais faire. Je ne savais pas encore exactement comment. Mais le doute était parti. Et avec lui, toute raison de continuer à faire semblant que ça pouvait se sauver. L'eau s'est arrêtée à l'étage. J'ai entendu ses pas sur le carrelage de la salle de bain. Le froissement d'une serviette. Le claquement d'un placard qui se ferme.
Je suis revenu au salon, je me suis rassis, et j'ai pris la télécommande. Elle descendrait dans une minute, visage propre, cheveux humides, prête à rejouer la comédie. Mais moi, je ne jouais plus. Je préparais la suite. Et maintenant? J'avais le feu vert. Je n'ai pas abordé le sujet tout de suite. Elle m'a demandé comment s'était passée ma journée. J'ai dit que le boulot allait bien. Elle a hoché la tête comme si elle écoutait, mais ses yeux glissaient sans cesse vers son téléphone sur le comptoir. Il a vibré une fois. Elle l'a ignoré. Moi pas. Après avoir rangé les assiettes et les restes, elle a pris un verre de vin et s'est installée sur le canapé. Je me suis assis en face dans le fauteuil, à regarder la lumière douce de la lampe se répandre sur le parquet. J'ai attendu qu'elle mette la télé en pause. Qu'elle me regarde avec ce sourire travaillé, comme si tout allait bien. Et là j'ai demandé. Voix calme. Ton neutre. Depuis quand avec Thomas? Elle a cligné des yeux. Une seule fois. Pas vite. Mais assez pour que je le remarque. Je vois pas de quoi tu parles, elle a dit. J'ai gardé les yeux dans les siens. Elle a eu un petit rire forcé. T'es sérieux là? Je n'ai pas répondu. Elle a posé son verre de vin sur la table basse, un peu trop fort. Quelques gouttes ont débordé. Gabriel, c'est un collègue. Il m'a aidé à passer une sale journée, c'est tout. C'est tout, j'ai demandé, toujours calme. Oui, elle a répliqué sèchement. Pourquoi tu fais ça? Sa voix est montée, mais pas la mienne. Je me suis penché en avant, coude sur les genoux. Parce que j'ai vu le message. Elle s'est figée encore. Quel message? Elle a demandé, trop vite. Même hôtel. Il a dit qu'il prendrait la clé. Sa mâchoire s'est serrée. Je voyais qu'elle réfléchissait, qu'elle cherchait une échappatoire. C'était sorti de son contexte. J'ai failli rire. C'est un sacré contexte précis. Elle s'est levée, bras croisés très fort sur la poitrine maintenant. T'as été tellement distant ces derniers temps. Tu me parles presque plus à moins que je commence. On dirait que je suis invisible dans cette maison. Voilà. Le renversement. Le pivot. La lente rotation pour tout retourner contre moi. Je me sentais pas vue, elle a dit. J'ai porté ce mariage à bout de bras toute seule. Toi, t'as juste disparu. J'ai hoché la tête lentement. C'est juste. Elle a eu l'air surprise. Attends, quoi? Je vais pas me disputer avec toi, j'ai dit. Je sais ce que j'ai vu. Je sais ce que j'ai entendu. Tu déformes tout. Je me suis levé, je suis allé à la fenêtre. Le jardin était calme. Le vent agitait les branches. Je crie pas, j'ai dit. Je casse rien. Je t'accuse de rien que t'aies pas déjà avoué. J'ai rien avoué. Je me suis retourné, j'ai replongé mon regard dans le sien. Je suis content que tu l'aies fait, j'ai dit. Son visage s'est tordu de confusion. Attends, j'ai rien admis. J'ai souri. Un petit sourire. Exactement. Elle avait l'air de ne plus savoir si elle devait hurler ou pleurer. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Ses bras étaient toujours croisés, encore plus serrés. Je suis passé devant elle, j'ai pris ma veste au porte-manteau près de la porte, et je l'ai enfilée. Tu vas où? Elle a demandé, la voix plus aiguë maintenant. Dehors, j'ai répondu. Juste dehors. Pour combien de temps? Je n'ai pas répondu. Pas besoin. Elle est restée là dans le salon, mains crispées sur les coudes, verre de vin encore à moitié plein sur la table à côté d'elle. Et moi? Je me sentais étrangement calme. Parce que j'avais enfin arrêté de poser des questions. Et commencé à prendre des décisions. Pendant que Camille pensait que je restais silencieux parce que j'avais le cœur brisé, je préparais tout. Discrètement. Méthodiquement. Étape par étape. D'abord, j'ai ouvert un nouveau compte courant. Rien que pour moi. Dans une autre banque. J'ai traversé la ville, rempli les papiers, serré la main du conseiller, et je suis ressorti avec une nouvelle carte et un chéquier vierge. Je n'en ai parlé à personne. Ensuite, j'ai modifié mon virement automatique au boulot. Ça a pris 10 minutes sur le portail RH. Comme ça, chaque salaire atterrissait là où elle ne pouvait pas y toucher. Puis je me suis occupé des comptes communs.
On avait une épargne commune où on versait tous les deux depuis des années. C'était notre filet de sécurité. Pour les imprévus. Les vacances. Peut-être un jour l'apport pour une maison plus grande. Mais plus maintenant. Je me suis connecté une nuit tard pendant qu'elle dormait à l'étage. J'ai transféré chaque centime de l'épargne commune vers mon nouveau compte. J'avais les preuves de tous mes versements au fil des ans. Ce n'était pas du vol, c'était à moi, et je le prouverai si nécessaire. Le solde du compte joint est tombé à 0. J'ai laissé le compte ouvert, juste pour qu'elle le voie. Le lendemain, j'ai appelé les banques des cartes de crédit. On en avait 2 communes. Elle avait une carte rattachée à mon contrat, et j'avais le droit d'annuler. C'est ce que j'ai fait. Les 2. J'ai veillé à rembourser ma part d'abord. Ces derniers achats? Toujours en attente. Je n'ai rien dit. Pas d'allusion. J'ai continué mes journées comme d'habitude. Matin calme, dîner calme, soirée calme. Je la laissais croire que son numéro fonctionnait. Elle souriait un peu plus. Me touchait l'épaule en passant derrière moi à l'évier. Elle m'a même envoyé 2 ou 3 textos, je pense à toi, comme au début, quand on sortait ensemble. C'était tout le spectacle. Et je la laissais jouer. Pendant ce temps, j'ai pris rendez-vous avec un avocat. Son cabinet était dans un petit immeuble derrière une rangée de commerces, rien de clinquant. Juste un homme d'une 50aine d'années avec des lunettes à monture fine et une voix rauque. Il a écouté pendant que je lui exposais les faits sans drame, juste les éléments. Il a beaucoup hoché la tête. Posé quelques questions. M'a donné sa carte et m'a dit, vous gérez ça mieux que la plupart. On a rédigé les documents. Divorce, partage des biens, tout. Je ne voulais pas la maison. Trop de souvenirs incrustés dans les murs. Qu'elle la garde. Je voulais juste partir au propre et définitif. J'ai attendu encore 2 jours. Observer. Calculer. Patienter. Puis l'occasion s'est présentée. Elle m'a envoyé un texto un matin pour dire qu'elle avait prévu une soirée entre copines resto, peut-être des verres, peut-être un ciné. Elle rentrerait tard. Elle a même mis un smiley à la fin, comme si elle avait 20 ans. J'ai répondu, amuse-toi bien. Dès que j'ai entendu sa voiture s'éloigner, je me suis mis en mouvement. Je n'ai pas pris grand-chose. Juste ce qui était à moi. Mes outils, mes vêtements, quelques souvenirs du garage. Quelques photos encadrées, celles sans elle. J'avais déjà loué un box de stockage et un petit appart de l'autre côté de la ville. Payé la caution en liquide. Pas de traces. J'ai emballé vite mais soigneusement. Je n'ai pas touché à la cuisine. J'ai laissé son dressing tel quel. La maison avait l'air identique, moins le poids que j'y portais. Avant de partir, je suis retourné une dernière fois dans la cuisine. J'ai ouvert le tiroir près de l'évier. J'ai sorti les papiers du divorce bien rangés, déjà signés de mon côté. Je les ai posés sur le plan de travail, juste à côté de son porte-bouteille à vin. Et j'ai écrit un mot. Juste un post-it. Jaune. Le genre qu'elle utilisait pour les rappels. Tu as menti. J'ai compris. C'est fini. Je l'ai collé sur le dessus de la pile. Je suis sorti. J'ai fermé à clé derrière moi. Cette nuit-là, j'ai dormi dans mon nouvel appart. Pas encore de meubles, juste un matelas par terre et une chaise pliante près de la fenêtre. Je me suis assis là, j'ai regardé le parking calme, et j'ai attendu. Le lendemain matin, à 8h03 précise, je lui ai envoyé un seul message. Regarde sur le plan de travail de la cuisine. Rien d'autre. Pas d'explication. Pas de seconde chance. Pas de suivi. Et je n'ai jamais regardé en arrière. Elle m'a appelé moins d'1 heure après le message. 3 appels d'affilée. Je n'ai pas décroché. Puis les textos ont commencé. D'abord calme. Perdu. C'est quoi ça? Pourquoi il y a des papiers sur le plan de travail? On peut parler? Ensuite ça a changé. Tu peux pas être sérieux. C'est dingue, Gabriel. Te est-ce dingue? Et elle a rappelé. Cette fois j'ai laissé sonner jusqu'au bout. Elle a laissé un message vocal. Je ne l'ai pas écouté, mais je sentais la colère rien qu'au voyant de notification. Après ça sont venus les pleurs. Les supplications. Encore des textos.
Des notes vocales que je n'ai pas ouvertes. J'ai jamais voulu que ça arrive. Tu pars comme ça? Après tout ce qu'on a construit? T'es cruel. C'est cruel. J'ai éteint mon téléphone et je suis allé marcher. Il faisait calme dehors. Froid. Une petite brise dans les arbres derrière l'immeuble. Je ne connaissais aucun voisin. Je n'avais pas encore de canapé. Mais j'avais la paix. Ça suffisait pour l'instant. Elle a continué le lendemain aussi. Mon téléphone s'allumait avec son numéro, son prénom, sa photo. Je le regardais sonner et passer en appel manqué. Pas une fois je n'ai envisagé de répondre. Même pas par curiosité. Parce que je savais exactement ce qu'elle dirait. Elle retournerait tout. Présenterait ça comme un malentendu. Se poserait en victime. Elle a toujours été douée avec les mots, surtout quand il fallait qu'elle soit celle qu'on avait blessée. 2 jours plus tard, j'ai reçu un message de quelqu'un à qui je ne m'attendais pas. Thomas. Il m'a trouvé sur les réseaux. Il m'a envoyé un court message. Mec, je viens d'apprendre toute l'histoire. J'avais aucune idée qu'elle était mariée. Je suis désolé. Je l'ai fixé un moment. Puis j'ai répondu. T'excuses pas auprès de moi. C'est pas toi qui as menti. On n'a pas beaucoup échangé après. Il m'a demandé si j'avais besoin de quelque chose. J'ai dit non. Il m'a dit qu'il avait coupé les ponts et qu'il bloquait son numéro. Il avait l'air secoué comme quelqu'un qui réalise qu'on lui a vendu une version bidon de quelqu'un et qui ne sait plus quoi croire. Je ne le détestais pas. Il n'y avait rien à détester. Il avait été manipulé comme moi. Par curiosité, j'ai regardé les réseaux de Camille. Je n'y avais pas touché depuis que j'étais parti. C'était toujours public. Sa bio a été la première chose que j'ai vue. Guérison. Croissance. Lâcher prise. J'ai éclaté de rire. Un rire court, amer, qui avait un goût d'ironie. 3 jours après mon départ, elle postait des selfies miroirs avec des citations motivantes. Des photos de salade et de bougies. Des hashtags comme hashtag nouveau départ et hashtag énergie positive. Les mêmes gens qui commentaient nos posts d'anniversaire laissaient maintenant des cœurs sous des légendes sur « Trouver la force dans la solitude ». Elle réécrivait l'histoire. Exactement comme je savais qu'elle le ferait. Mais cette fois, la différence? Je m'en foutais. Parce que je connaissais la vérité. Je l'avais vécue. Et je l'avais laissée derrière. Je n'avais pas juste quitté un mariage en miettes. J'avais quitté le bruit, la confusion, cette sensation permanente d'être sur du sable mouvant. Elle pouvait raconter au monde la version qui lui faisait du bien. Mais je ne lui avais pas laissé l'occasion de tordre ma faim. Je l'avais terminé moi-même. Et ça changeait tout. Le divorce a été prononcé 3 mois plus tard. Elle a gardé la maison. Je n'en voulais pas, chaque recoin sentait le mensonge dans lequel j'avais vécu. Elle a demandé à garder la voiture aussi, je l'ai laissée. Elle était à son nom de toute façon. Moi j'ai eu ma bagnole, mes outils, les affaires qui comptaient pour moi. J'ai gardé ma retraite, l'épargne que j'avais sortie en partant, et surtout, mon respect de moi-même. On ne s'est plus jamais vu en face à face. Pas une fois. Tout est passé par les avocats. J'ai signé ma part. Elle a fini par signer la sienne. Pas de cérémonie. Pas de drame. Juste des signatures et du silence. Et quand ça a été fini, je suis sorti de ce cabinet sous le soleil de fin d'après-midi et j'ai senti, pour la première fois depuis longtemps, que je pouvais respirer. Pas parce que j'étais débarrassé d'elle. Mais parce que j'avais enfin choisi moi. Partagez vos réflexions dans les commentaires, pensez-vous que le héros a bien agi, ou auriez-vous réagi de manière plus brutale, plus violente et plus chaotique? Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à la chaîne et likez-la.